Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés où nous sommes ravis de vous revoir en ce début d'année 2026 qui nous aura déjà bien occupés parce qu'on peut dire beaucoup de choses de Donald Trump. Effectivement, je ne sais pas s'il aura le prix Nobel de la paix. On peut s'interroger, mais en revanche, ce qu'il aura indubitablement, c'est le papier des journalistes, parce que Dieu sait qu'entre les tarifs, les taxations des pingouins et maintenant l'enlèvement à ses concitoyens de l'amour du président Maduro, il a bien occupé les rédactions de France et de Navarre. S'il n'y avait pas Donald Trump, tous les journaux seraient en faillite. Ça, écoute, ce serait peut-être d'ailleurs une bonne chose, mais là, il est certain que les journalistes, ça leur permet de pisser de la copie sans savoir de quoi ils parlent, ce qui est d'ailleurs pas... Bon, c'est normal. C'est normal, mais quand même plus que d'habitude. Donc, ce qui est amusant avec Donald Trump, si vous voulez, c'est qu'il fait réapparaître quelque chose dont j'ai parlé dans mon dernier livre, qui me semblait tout à fait évident. C'est, dans le fond, le retour de la réelle politique à la Bismarck. C'est vraiment le truc. Vos histoires de droit, de cour internationale de justice et tout, vous les mettre où je pense, et ça n'intéresse plus personne. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, l'OTAN, le machin à La Haye, là, tu sais, la Cour Société de justice, des Nations, la cour de justice internationale, tout ça, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est ce que j'ai dit, ce que j'essayais de dire souvent. C'est que une cour de justice suppose une police et une armée pour mettre en action des décisions de justice. Donc, la cour de justice de La Haye passait des jugements sur des pauvres gars, sur des gars, enfin, qui n'étaient pas pauvres d'ailleurs en général, mais qui étaient... mais il n'y avait pas de moyen d'appliquer ces décisions de justice. Et j'ai vu que Trump envisageait de mettre en prison les juges, en disant il s'attaque à la souveraineté américaine, il ne faut pas rigoler avec ça. Donc on revoit arriver la notion de réel politique, ce qui est bon pour les États-Unis, c'est ce qu'on fera, et puis le reste on s'en fout. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, la souveraineté américaine est un absolu. Mm-hmm. C'était quand même la base de la diplomatie bismarckienne. Oui, mais alors, c'est drôle ce que tu dis. Alors, juste pour dire, aujourd'hui, l'émission va se concentrer autour de cette question vénézuélienne pour une partie, et ensuite, nous allons faire un rapide tour de vos questions auxquelles nous allons répondre. Mais évidemment, là, cette histoire autour du Venezuela rebat les cartes. Ça rebat les cartes aussi sur certaines perceptions autour de la Chine, puisque la Chine se retrouve aussi dans cette équation. Et cela rebat les cartes de manière géopolitique, puisque là, on a une redéfinition de ce qu'était la doctrine Monroe, donc justement... Qui devient Donron. Oui, voilà. Et désormais, cette espèce de nouvelle conception qui, en gros, va être la géopolitique est faite par celui qui a le plus gros bâton. Ben, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Non, mais on avait fait semblant, tout au long du 19e et du 20e siècle, de dire... C'était depuis de la chute du mur de Berlin. D'un seul coup, on avait expliqué qu'on allait vers un système de droit. Il y avait les gentils et les méchants. Et que, attention, si vous n'étiez pas très gentil, vous n'alliez pas être invité au goûter avec les gentils. Mais on avait quand même une conception assez souple. C'est-à-dire que ce qui se passait en Afrique, les Tchétchènes, Massoud, oui, mais alors, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes était quand même une notion très très fluctuante suivant les endroits où les choses arrivaient. Et donc on se retrouve dans un monde où vraiment on retourne à la diplomatie justement d'autrefois, c'est-à-dire, si je m'excuse, je vais employer une expression anglaise, américaine, c'est « might is right ». La force fait le droit. Et bon, on peut le déplorer. C'est-à-dire qu'en tant que femme, je ne peux pas te cacher que l'idée de celui qui a les plus gros muscles rule me gêne un petit peu. J'aimerais un système potentiellement de droit qui ne soit pas celui d'une sorte de mafia, quelque part. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu tombes sur un gouvernement des juges qui, eux, tu as un gouvernement pas de celui... Tu ne peux pas avoir le droit qui est fait par celui qui dit le droit. Parce qu'à ce moment-là, il va faire des règles qui ne sont pas acceptées par le monde. Je veux dire par là, c'est que la justice en France est rendue au nom du peuple français. En Angleterre, c'est au nom du souverain britannique. Et aujourd'hui, la justice européenne, elle est rendue au nom de qui ? De ceux qui l'ont fait, qui ont fait les lois. Donc une justice est rendue au nom d'eux.
ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on assiste à la mort de cette espèce de fausse démocratie libérale et de ses dévoiements. Et c'est un peu ce que tu disais dans ton livre, c'est-à-dire que Donald Trump et la Chine, d'une certaine façon, et ce nouveau monde est en train de se payer nos démocraties. Nos démocraties molles, c'est-à-dire de dire on va vous faire honte. Mais si je peux me permettre, je suis pas certain, comme tu le dis toi-même, que si on n'invite pas Poutine au goûter, ça va le détruire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire on avait entendu une espèce de moraline qui était très curieusement une tentative de morale collective. Oui. Et les morales collectives, ça se termine toujours mal, quoi. Il n'y a pas de morale collective, il n'y a de morale qu'individuelle. Donc, ben voilà, on se retrouve, on a essayé d'imposer nos dictates légaux et moraux à toute une série de pays comme la Russie, la Chine et tout. Et comme le disait, je crois que c'était Lord Palmerston en Grande-Bretagne au 19e, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. On retourne dans la réalité qui est les nations qui n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Et là, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est de me dire, exactement alors, à quoi sert l'Europe ? Parce que la nation française existe, elle a des intérêts qui ne sont pas défendus aujourd'hui, mais qui devraient l'être. La nation allemande existe, la nation italienne existe. Et en aucun cas, tu ne peux bâtir un système européen qui défendrait les intérêts de ces trois-là, parce qu'en plus, ils sont contradictoires. Par exemple, la politique énergétique française était complètement contradictoire avec ce que faisait l'Allemagne. Donc, ils ont foutu en l'air notre énergie. Donc, on essaye de dire, mais le seul endroit où les nations peuvent défendre leurs intérêts, c'est si elles sont souveraines. Oui. Et donc, on est en train d'écrouler, on assiste à l'écroulement total de ce baratin de la souveraineté partagée. Ça n'existe pas. C'est comme, tu peux pas être à moitié enceinte. Ou tu es enceinte ou tu n'es pas enceinte. Mais tu peux pas être à moitié souverain. Ça n'existe pas. Donc toutes ces idées qu'on allait faire des souverainetés partagées, tous ces espèces de mouvements qui sont faits autour de Delors, Trichet, on se rend compte que tout ça, ça ne sert à rien et ça ne fait que tuer la croissance, et ça donnait le pouvoir à une série de crétins qui ont une licence de sociologie et qui décident de ce qui va se passer dans le monde du climat, quoi, alors qu'ils sont incapables de... Personne n'y comprend rien au climat. Alors, revenons sur le Venezuela, donc cette première idée et cet enlèvement de Maduro. On a entendu beaucoup de choses, qui a été d'abord, dans la première idée, oui, les États-Unis reprennent le Venezuela pour le pétrole. Ensuite, on a entendu les États-Unis reprennent le Venezuela pour les terres rares. Alors, j'aimerais qu'on traite les deux. Alors, d'abord, pour ce qui est du pétrole... Ils ont énormément de pétrole. Ils ont les réserves de pétrole les plus importantes du monde, qui sont un pétrole assez difficile à exploiter, lourd. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a toute une série de raffineries aux États-Unis ou dans les Caraïbes, où il y a beaucoup de raffineries, qui sont organisées pour prendre le pétrole vénézuélien. Donc... Oui. Mais les États-Unis, le Venezuela avait nationalisé tous les trucs qui appartenaient aux Américains, sans indemnisation d'ailleurs, ce qui fait que les Américains ne sont pas contents. Et aujourd'hui, si vous voulez, le Venezuela exporte à peu près 700 000 barils par jour, et principalement vers la Chine. Oui, alors justement, à ce compte-là, beaucoup de gens ont dit, oui, c'était une façon pour les États-Unis d'empêcher la Chine d'avoir accès au pétrole du Venezuela. Mais si on regarde, à eux deux, le Venezuela et l'Iran expédient plus de 2 millions de barils de pétrole brut par jour à la Chine, soit environ 17,5% des importations totales du pétrole brut de la Chine, qui s'élèvent à 11,5 millions de barils par jour et près de 20% de ses importations maritimes. Donc à elle seule, la contribution du Venezuela, qui s'élève à 375 millions de barils par jour, est relativement faible. C'est relativement faible en réalité. Donc qu'est-ce qui se passe ? Parce que j'ai lu quelques articles de gens qui avaient l'air de savoir de quoi ils parlaient. Alors le Venezuela, donc c'est pas pour le pétrole, parce que les États-Unis... Voilà. Et par ailleurs, effectivement, si tu regardes dans les faits, d'abord les États-Unis sont excédentaires en pétrole. Ensuite, ils ont fait le choix dans plusieurs compagnies de ne pas exploiter des gisements qui étaient exploitables. Non. Et les gisements qui sont au Venezuela ne vont pas être exploitables tout de suite, vont probablement demander une mise à jour, une mise à niveau qui va coûter des sous. Et à ce jour, ne serait-ce qu'aux États-Unis, il y a des gisements bien plus facilement exploitables qui ne le sont pas parce que simplement les cours
de bourse font que tu sais comment c'est, le cycle du cochon, on y va pas, c'est suivant la rentabilité que tu en tires. Aujourd'hui, il manque pas de pétrole dans le monde, et encore moins de gaz. Donc l'idée qu'on va vers une pénurie d'énergie est fausse. Bon, ça c'est le premier point. Mais alors, d'après ce que j'ai lu, il faudrait que je le relise d'ailleurs, parce que c'était un article compliqué, le Venezuela, il y aurait au Venezuela des gisements de métaux assez rares, qui ont des noms impossibles, je les connais pas tous, mais la prochaine fois j'essaierai de les retrouver. Et ces gisements sont très difficiles à exploiter parce qu'ils sont nécessaires dans l'industrie de l'armement pour faire des aciers spéciaux qui résistent à la température dans les moteurs, etc. d'avions. Bon bref, donc le type, et il disait, ces gisements qui sont là, les Vénézuéliens sont bien incapables de les exploiter. Donc la Chine avait commencé à les exploiter. C'est-à-dire qu'elle aurait eu, en plus de une espèce de monopole des terres rares, qui est qu'un monopole de transformation, parce que c'est pas difficile de faire des terres rares, il y en a partout des terres rares. Mais ce qu'il faut, c'est les faire transformer en produits utilisables, et ça, c'est dégueulasse, ça fait plein de pollution. Bon. Donc la Chine est une espèce de monopole là, puis quand tu mets toi aujourd'hui, il faudra 5 ans avant que tu réussisses à produire la moindre chose. Donc apparemment, ils étaient en train aussi de développer une espèce de monopole sur les métaux rares grâce au Venezuela, qui leur permettait de développer ces trucs-là. Donc, les Américains se sont dit, s'ils ont le monopole des terres rares et le monopole des métaux rares, je suis pas bien d'accord. Alors, il y a autre chose aussi dont personne ne parle, c'est que récemment, la Chine, en début d'année, avant octobre, a fermé quelque part la possibilité pour les Américains d'avoir accès à des exportations de minéraux rares et d'aimants. Ce faisant, ça a forcé Washington à se poser la question de quoi la Chine a donc besoin qu'on lui interdise d'y avoir accès. Et donc, quelque part, quand tu forces ton adversaire à aller chercher des moyens d'avoir des leviers sur toi. Aujourd'hui, avec cette affaire de Maduro, quelque part, ça donne dans un billard à 3 bandes à Trump l'occasion d'avoir, parce qu'il va à Pékin en avril, un levier pour dire, les gars... Tout à fait. Et surtout, ce qui se passait, c'est que la Chine était en train, et quand même, aider financièrement énormément, et l'Iran... Et Cuba, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, si ce n'est que c'est très proche des États-Unis, et l'Iran et le Venezuela. Et ils avaient, paraît-il, l'Iran était en train de construire, avec des capitaux chinois, une usine de drones à longue portée qui pouvait faire 1500 km C'est-à-dire que ça mettait Miami... La Floride, sur la carte, qui pouvait être attaquée à partir de Venezuela avec des drones, etc. Ce qui est absolument pas acceptable pour les États-Unis. Donc, il y a ça. Et alors, il y a l'aspect également drogue aux États-Unis et le fentanyl qui a tué tellement de gens aux États-Unis. La plupart des principes chimiques du fentanyl qui permettent de faire cette drogue abominable. Je l'ai vu quand j'étais à Vancouver ou à San Francisco. Vous avez des gars qui marchent dans la rue pliés en deux, l'air complètement... c'est affreux. Et donc, sont faits en Chine. Donc, Maduro n'était certainement pas le plus gros des trafiquants, mais il était dedans quand même. Donc, ce que les États-Unis disent, c'est que je fais sauter ce gars-là, je l'attrape, et je vais le remplacer par un groupe qui sera sans doute le même parti, etc. Je fais pas un remplacement de régime, je prends un gars, je vais le juger avec son épouse, et ça va me permettre ensuite de créer une jurisprudence que quiconque continue à aider la drogue qui est vendue aux États-Unis et ou à mettre des armes dans l'Amérique latine sera automatiquement agressé. Ce qui fait que ça ne se passera pas. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on voit, ce que j'ai expliqué dans mon dernier livre d'ailleurs, on voit arriver la forteresse américaine. C'est-à-dire que, allez, et c'est pour ça, quand vous regardez le Groenland, vous vous dites, le Groenland, c'est ce qui a la barre de terre qui vous permet de surveiller tous les bateaux qui partiraient de la Russie, sur la zone nord de la Russie, au-dessus de la Russie, comme ça, et qui descendrait ensuite vers l'Europe. Voyez. Donc le Groenland, c'est l'endroit où, dans le fond, où tu surveilles la sortie des bateaux russes des mers glacées, quoi.
Donc les États-Unis disent il nous faut ça parce que ça nous permet, c'est un poste avancé de défense de notre forteresse. Donc on voit très bien, mais alors à partir du moment où les États-Unis se lancent dans une forteresse américaine, on voit très bien que la Russie a fait la même chose. C'est même la Russie qui a commencé en tapant sur l'Ukraine, quoi, en disant non, si ça vous fait rien, on va pas accepter d'avoir des missiles à moins de 100 km de notre frontière, quoi, c'est pas possible. Cela dit, toute chose égale par ailleurs, l'Ukraine, potentiellement, on peut discuter autour du fait qu'elle ait été russe par le passé, qu'elle soit russe par certaines attaches et ainsi de suite, alors que le Venezuela a toujours été un pays indépendant pour le coup. Mais qui faisait très attention à ce qui se passait à Washington. Là, oui, ils avaient sûr. pris, comme Cuba, si tu veux, à partir du moment où Cuba, avec Kennedy, s'est mis à permettre l'installation de missiles, là, c'est un casus belli, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut s'interroger de ce qu'il a pu se passer dans la tête de M. Maduro, quand tu as un président comme Trump qui arrive au pouvoir, tu es quand même au courant que potentiellement, il peut te taper dessus avec un gros bâton. On a tous été surpris de la violence et de la rapidité de cette attaque, enfin de cette extraction. En fait, on sait maintenant très bien aujourd'hui qu'il y avait eu sans doute des tractations avec l'entourage de Maduro, l'armée vénézuélienne, etc. Sûrement. Pour livrer Maduro aux Américains. C'est-à-dire que maintenant, les Américains disent « Ok, vous restez un régime crapuleux, etc. » Mais plus de drogue et plus de trucs militaires contre les États-Unis au Venezuela. C'est-à-dire, voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont dit « Bon, maintenant, on va vous laisser continuer à piller votre pays parce que c'est pas notre problème. Mais par contre, si vous recommencez à faire des trucs militaires, on vous retape dessus. » Donc, c'est pas un changement de régime. C'est une espèce de... On a pris un dirigeant et on va le juger, quoi. Comme on avait fait avec Noriega pour Panama. Oui. Donc, il y a déjà une... Alors, mais regardons quelque chose dans l'évolution qui est assez intéressant, c'est ce que ça raconte pour l'Iran. Parce que ça envoie des gros signaux. Il y a aussi autre chose qui se passe, qui est très important, c'est que l'Arabie Saoudite est en train de se détacher des Émirats Arabes Unis, qui étaient un peu le même... et pour se rapprocher de la Turquie. Alors ça, c'est absolument immense comme changement. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Arabie Saoudite se dit, bon, moi, je suis un énorme coffre-fort. Fair enough. Tu vois, ils sont vraiment... ils ont plein de pognon, c'est là qu'il y a le pétrole du monde, bon. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui me protège. Et l'armée saoudienne... Ils n'ont pas réussi à battre les Yéménites quand on les envoyait. Ils ne sont pas vraiment efficaces. Comment ? Donc, l'Arabie Saoudite a besoin d'une protection militaire qui a été assurée par les États-Unis depuis les accords avec Roosevelt. Une protection militaire sunnite. Avant, c'était les États-Unis, mais maintenant, il faut qu'ils en trouvent une autre. Ça ne peut être que la Turquie. Alors, pourquoi les États-Unis l'Arabie Saoudite est en train de changer de politique ? Mais je crois que ça a tout à voir avec la guerre qui s'est passée en Israël. Je m'explique. C'est que le Qatar, qui a d'énormes ressources, gazières en particulier, a beaucoup d'argent et a littéralement fait un coup de salaud à l'Arabie Saoudite en permettant le 17 octobre. Il ne pouvait pas ne pas être au courant. Le 7 octobre, pardon. Le 7 octobre. Il ne pouvait pas ne pas être au courant. Donc, le Moyen-Orient était en train de partir vers ce qu'on appelait les accords d'Abraham. Tu sais, les fameux, l'espèce d'immense arc sunnite qui part de la Turquie, qui remonte vers la Syrie, qui descend vers l'Irak, qui arrive au Pakistan, et puis dans le Pacifique, tu trouves l'Indonésie, la Malaisie, qui sont des pays musulmans aussi, tout ça sunnite. Donc là, il y a une espèce de culture sunnite, et si tu acceptes cette idée que cet arc a été tué par la guerre iranienne, la grande peur des Iraniens qui sont des chiites, c'est que les sunnites l'emportent. Bien sûr. Et donc, ils ont déclenché ce truc-là pour faire sauter les accords d'Abraham, ce qui a dû mettre les Saoudiens dans un état de rage, parce qu'ils étaient coincés quelque part. Donc maintenant, ils disent, les Émirats Arabes Unis, si j'ose dire Abu Dhabi, les Bahreïn, ils en prennent plein la gueule, mais c'est pas de leur faute. Mais c'est sans doute contre Qatar que ça se passe, qui d'ailleurs avait les meilleures relations du monde avec Sarkozy et la France. On leur a donné des Villepin, voilà.
Monsieur Villepin n'a qu'un seul client dans son cabinet d'avocat, je crois, c'est le Qatar, donc on voit déjà pour qui il roule. Et automatiquement, à ce moment-là, si tu fais rentrer la Turquie dans le jeu, qui devient le protecteur officiel de l'Arabie Saoudite, la Turquie a déjà pris le contrôle à peu près de la moitié de la Syrie. Quasiment de Damas jusqu'à la frontière turque. Alep, tout ça, c'est tombé dans la zone d'influence syrienne. Turque. Donc, on voit très bien que si vous avez une puissance qui se monte, la Turquie est une puissance industrielle considérable. Mais elle a toujours eu des problèmes de balance de paiement, de monnaie et tout. Elle a eu des gros problèmes de monnaie et effectivement, on a vécu une période où la livre turque avait failli sauter pendant l'été. Elle a perdu 80% de sa valeur. Enfin, voilà. Une inflation pas possible. Et tu as souvent expliqué, on en a tiré deux expressions. Celle du portefeuille turc et d'autre, toute l'analyse sur le operating system, le système d'exploitation. C'est-à-dire que quelquefois, vous pouvez avoir, comme c'est le cas en Turquie, une économie réelle de terrain qui veut dire quelque chose et complètement décorrélé, un système monétaire qui lui, ne veut rien dire parce qu'il est géré avec les pieds. Alors, on a un truc assez rigolo, c'est qu'en Arabie Saoudite, tu as une économie réelle qui n'existait pas, mais une énorme tirelire, tu vois. Oui, et puis, la Turquie, ils ont une économie réelle qui existe et ils n'ont pas de tirelire du tout. Donc, tu te dis, s'ils se mettent tous les deux... On peut avoir un approfondissement du capital. Gigantesque, pour développer toute cette zone sunnite. Bien sûr. Et donc... et qui pourra, dans ces cas-là, aussi s'intégrer dans l'axe de Valérie Péris. Absolument, ça sera de là deviendra une grosse partie de l'énergie pour Valérie Péris, tu vois, c'est là. Donc on voit très bien le coup, donc on va apparaître... Surtout, si on revient à ce que tu disais au début, une géopolitique à la Bismarck. Ah bah absolument, s'il n'y a que les intérêts, le reste on s'en fout. La morale, c'est pas notre truc. Donc si vous avez ça, vous allez avoir apparaître aux frontières de l'Europe une immense puissance industrielle et financière sunnite. L'industrie, ce sera... Et donc, si l'Arabie Saoudite commence à mettre une grosse partie de son argent en Turquie plutôt que de le mettre aux États-Unis dans les obligations d'État, ça va changer le monde. Mais alors, à ce moment-là, tout le monde m'explique que le danger, c'est la Russie militaire, tu sais... Monsieur De Villiers, le général De Villiers, nous a expliqué qu'il fallait... Oui, mais tu sais, alors ça, moi, les militaires, quand ils m'expliquent ça, j'ai toujours ce réflexe de me dire, mais ça, c'est comme quand tu files un marteau à un gars, il voit des clous partout. Oui, donc, évidemment qu'un militaire, il va te dire, oh là là, il faut attaquer. Mais oui, mais ce que je vois, c'est que tout le monde me parle du danger militaire russe, mais aux frontières de l'Europe réapparaît le danger militaire qui a été à la limite de nous écraser à d'autres reprises, c'est le danger militaire turc. Parce que eux, ils n'ont pas de problème de natalité, ils ont une armée pas possible, et maintenant, ils vont avoir des poches très très profondes. C'est ça qui nous a donné nos merveilleux croissants. Voilà, ça c'était à Vienne. Mais en 1750, ils étaient aux portes de Vienne, quoi. Donc, voilà. Je veux dire que c'était quand même à l'époque... Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on voit réapparaître les empires d'autrefois. Oui. L'empire chinois, donc avec Valérie Péris, sa zone là. L'empire turc, qui réapparaît, l'Empire russe, qui réapparaît là-haut. Et nous, en Europe, on n'a plus d'armée, on a des avocats à Bruxelles, qu'on va envoyer courir dans les montagnes. On a Nathalie Loiseau qui nous fait des tweets incendiaires sur ce que devrait faire Villepin, sur ce que devraient faire les uns et les autres à 3h du matin. T'as envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites avec vos bouches ? Arrêtez de vous... Cela dit, j'ai été assez surprise... de la réaction de Macron qui était relativement mesurée, qu'il a pris du temps pour sortir. Et je me suis dit qu'en fait, il avait dû prendre l'importance de sa propre insuffisance et avait dû se dire, si je fais une réaction en disant il faut absolument condamner cette exaction de Maduro et ainsi de suite, il aurait été obligé de faire quelque chose. Or, on peut rien faire. Moi, il y avait un ministre des Affaires étrangères, je crois que c'était... Je sais plus quoi, quand les Russes avaient envahi Prague, les Soviets avaient envahi Prague, c'était en 1968, je sais plus très bien. Il y avait un ministre non, je sais plus, c'était il y a longtemps.
de temps en temps j'ai des trous. Et le ministre des Affaires étrangères français avait dit, bien entendu, nous ne ferons rien. Oui. Je me demande si c'était pas Jobert d'ailleurs. Bien entendu, nous ne ferons rien. Bah pareil, bien entendu, nous ne ferons rien. Ce qu'a dit Macron, c'est bien entendu, nous ne ferons rien. Et donc ça veut dire, nous ne ferons rien parce que nous n'avons aucun pouvoir, aucun levier, aucun rien. Donc vous avez cette renaissance de l'Empire chinois, en attendant l'Empire indien qui va arriver aussi, qui est très puissant aussi, de l'Empire turc, de l'Empire russe. Attention à ton micro, parce que si tu t'avances de trop, après j'ai peur que ça frotte. Et l'Empire européen, donc la première des choses qu'il faut faire si c'était en Europe, c'est recréer l'Autriche-Hongrie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, les gars, il faut recréer l'Autriche-Hongrie de toute façon pour contrôler là-bas les Balkans, et puis il faut que la marine italienne, française, grecque contrôle la Méditerranée, mais tout de suite, mais pas avec, dans les cadres institutionnels actuels, l'OTAN ou je sais pas quoi, qu'il y ait des accords d'État à État qui soient passés pour que chacun d'entre eux patrouille son propre territoire, quoi. Tiens, je suis rentré en avion du Caire il y a 2 jours, et le vol a été 1 heure de plus, parce que, imagine-toi, nous a dit le pilote, l'espace aérien grec était complètement fermé. Ah. Ils avaient peut-être eu un scare de quelque chose. Oui, non, mais je veux dire, quand tu fermes ton espace aérien, c'est que t'es tout proche de la guerre, tu vois ce que je veux dire ? C'est que les Grecs, ils sont suffisamment fait massacrer par les Turcs dans leur histoire pour avoir des souvenirs. Hein. C'est que, faut pas oublier que toute l'Asie mineure était grecque et qu'on les a tous virés dans les années 20. Les Turcs dans les années 20 pour faire sortir la Turquie de l'Empire, extraire la Turquie de l'Empire turc, ils ont d'abord massacré tous les Arméniens, puis ensuite ils ont massacré les Grecs, et puis ensuite il y a la moitié des Grecs qui ont été virés en Grèce, alors qu'ils étaient en Turquie depuis un plus longtemps que les tous ceux qui étaient que les Turcs étaient arrivés d'Asie mineure quelques siècles avant. Quand on regarde l'Empire grec, il allait jusqu'à l'Égypte, hein, c'était partout. Donc, quand le mur de Berlin est tombé, j'ai fait une série de papiers en disant c'est stupéfiant, je vois d'un seul coup réapparaître les empires historiques, c'est-à-dire que j'ai vu d'un seul coup les Suédois se précipitent en Lituanie, en Estonie, partout, pour rétablir des liaisons bancaires, etc. Donc, j'ai vu réapparaître l'Empire suédois, qui était une très grande puissance à l'époque, presque instantanément, tu vois, c'est-à-dire que paf, les gens sont précipités dans leur... L'Ukraine, ça a été créé par des Suédois d'ailleurs. Et je me dis, les pas, si j'ose dire, les événements sont en train de ramener l'eau, les torrents, etc., dans leur lit d'autrefois. Tu vois, il y a eu ce 19e et 20e siècle où il y a eu des luttes idéologiques, le nazisme, le fascisme, etc. Et puis, on retourne aux nations, aux empires. Alors, j'aimerais poser une question un peu prosaïque parce que, encore une fois, il y a quand même une émission de questions et à la source de laquelle on a quand même des gens qui ont des portefeuilles et des ETF. Absolument. On avait conseillé des ETF énergie et évidemment, avec cette histoire de Maduro et du Venezuela, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait avec nos ETF énergie ? Est-ce que cette histoire du Venezuela va avoir une incidence sur les cours du pétrole ? On en parlait au début pour dire qu'en réalité, aujourd'hui, il y a limite une surproduction de pétrole, mais est-ce que ça va durer tout le temps ? Et en gros, qu'est-ce qu'on doit faire avec nos ETF énergie ? Je viens d'écrire un papier pour GAFCAL d'ailleurs, qui va sortir un de ces jours, puisque ça prend toujours du temps, dans lequel j'explique la chose suivante, c'est que si les analyses qu'on fait ici sont les bonnes, et elles le sont. J'aimerais, mais pas toujours, hein. De temps en temps on se trompe. Mais c'est pas grave, parce qu'à ce moment-là, on dit on s'est trompé, puis on passe à autre chose. Enfin, on revient. Donc, imaginons que les analyses soient bonnes. Ce qui va arriver maintenant, dans les années qui viennent, c'est un immense boom économique qui va emmener... Pas pour nous en Europe, hein, je vous rassure bien. Pas pour nous en Europe, mais qui va amener donc toute la zone sunnite, là, dont je vous ai parlé, cet immense arc qui va jusqu'au... Et puis qui va emmener le sel de Valéry Pieris, et qui va emmener aussi probablement une partie des États-Unis et de l'Amérique latine. Bon.
Donc, les gens raisonnent aujourd'hui dans une optique de « il y a trop de pétrole ». Oui, il y a trop de pétrole pour la demande d'aujourd'hui. Mais le pétrole est ainsi fait que tu as l'offre et la demande qui se croisent comme ça. Et aujourd'hui, on est à peu près à 100 millions de barils le jour, mettons 100, 104 de production. Mais dans 2 ans, on va peut-être avoir besoin de 110 ou 120, s'il y a ce boom. Donc, j'ai regardé, les grands désastres financiers se passent toujours quand le prix du pétrole pète à la hausse de façon complètement inattendue. Moi, toutes les hausses que j'ai eues du prix du pétrole, ça te part dans les pieds, et tu sais pas pourquoi ça pète ce jour-là, mais enfin ça pète, et d'un seul coup, tu montes de 30, 40, 50%. Donc, pour moi, le pétrole, si je mets du pétrole, même s'il ne fait pas grand-chose, des valeurs pétrolières, c'est ce qui me permettra, quand le marché se pètera la gueule de 50%, d'avoir ces trucs-là qui monteront de 50%, et donc j'aurai un portefeuille qui fera rien, tandis que tout le monde baissera de 50%. Donc en fait, c'est le pendant dans l'antifragilité, un peu comme d'une certaine façon, l'or peut le faire face aux yens. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'essaie toujours de bâtir dans les portefeuilles un truc, et en face, un truc qui marchera si le premier truc ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire d'avoir des systèmes qui se répondent à tiroir. Alors, aujourd'hui, le pétrole est tiré par l'or, par le marché. C'est très bien, je suis très content, parce que les portefeuilles vous donnent du 13 ou 14%. C'est ce qu'on avait plus que ce qu'on espérait, mais enfin, c'est très bien. Mais imaginez que les deux pets, ils peuvent venir de quoi ? Ils peuvent venir du pétrole, ou ils peuvent venir d'un seul coup d'une crise financière en Europe, par exemple. Parce que si ces pays, si on veut développer l'Indonésie, la Turquie, etc., l'épargne du monde va plus aller vers nos obligations françaises, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que plus la rentabilité du capital investi dans le monde va grimper à cause de cet extraordinaire boom qui va se passer, plus les taux d'intérêt vont monter. Et nous, si les taux d'intérêt montent, on est fait comme des rats, quoi. Donc à ce moment-là, je peux avoir une crise qui va avoir un impact. Et donc, la moitié du portefeuille, c'est beaucoup, je suis d'accord, mais enfin, le reste a bien monté. Et là, pour être le machin qui vous protégera le jour où la bonne moitié baissera, quoi. Alors, j'ai une question. Si quelqu'un, aujourd'hui, décidait de rejoindre l'Université de l'épargne et décidait aujourd'hui, là, de faire son portefeuille, est-ce que tu lui conseillerais de mettre, au lieu de mettre 25% énergie pétrole, d'en mettre plutôt 15% et de passer les actions à 35%, ou de rester... Je resterai à peu près au même niveau, parce que... Parce qu'encore une fois, tu penses le temps long. Je pense le temps long, et ce que j'essaye de dire, c'est que si les hausses de prix du pétrole étaient prévisibles, oui, on n'aurait pas eu la crise de 73-74, on n'aurait pas eu la crise de 79-80, on n'aurait pas eu la crise... Donc, ces machins-là, ça part. Ce que j'essaye de dire, c'est ça. Si les gens me disent... quand est-ce que la France va faire faillite ? Quand est-ce qu'il va y avoir la crise ? Je leur dis, j'ai pas la moindre idée, je peux pas vous dire ça parce que personne ne le peut. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous ne devez pas avoir le jour où ça se produira. Oui, mais c'est toujours pareil. Je veux dire, c'est comme quand les gens te disent, est-ce que vous pouvez savoir la minute précise quand va arriver l'avalanche ? Non, mais on peut vous dire que les conditions pour l'avalanche... C'est pas la peine de bâtir ta maison dans un couloir d'avalanche parce que ça va pas marcher. Donc aujourd'hui, ce que je dis, c'est que je sais pas quand ça va péter, mais le jour où ça va péter, vous n'en aurez pas assez, quoi. Donc, le portefeuille, encore une fois, c'est une espèce de tout-terrain, c'est pas très joli, c'est pas très élégant, mais l'essentiel, c'est pas chaque position, encore une fois, c'est l'espèce de... Je considère ça un peu comme un véhicule lunaire, tu sais, qui est pas beau, qui est pas... Mais enfin, il va de là. Moi, je l'appelle la Lada.
C'est une Lada, c'est ça. La Lada, c'était des véhicules en URSS et ça ressemblait à rien, quoi. Mais le truc, il avait 4 roues. C'est un peu la voiture que dessinerait l'enfant de 4 ans, quoi. Il avait 4 roues, elle tombait jamais en panne. Si elle tombait en panne, vous lui donniez des coups de pied, elle repartait. Elle repartait, voilà. C'était très bien. Donc c'est ça, le portefeuille, c'est une Lada. C'est pas élégant. Ceux qui, on l'a souvent dit ici, ceux qui veulent vraiment cartonner, voilà, ceux qui veulent vraiment cartonner, ils peuvent aller vers le portefeuille turc, où vous avez que de l'or et des actions. Mais ça a bien marché, mais en même temps, le jour où par exemple, le yen se met à monter, l'or va se péter la gueule parce que les Japonais vendront leur or comme des fous, et ça sera moins beau, ça sera plus beau, mais... Alors, j'ai une question, tu en as souvent parlé, mais je pars du principe que les gens, certains arrivent parce qu'ils ont l'âge et puis d'autres ont oublié. Autour de l'argent, parce que toi, tu as beaucoup travaillé avec l'or, nous avons de l'or dans le portefeuille de l'Université de l'Épargne. Métal, oui. Et près du petit Bitonio, et effectivement l'argent métal. Alors, l'argent métal récemment a eu une fluctuation de la hausse très forte. Je crois qu'on est sur un plus 170%, enfin bon, des trucs. Voilà. Alors j'aimerais que tu nous parles de l'argent métal. Est-ce que tu penses que l'utilisation devrait se faire dans le portefeuille? Est-ce que tu penses qu'on va le mettre, justement, ça c'est ta question, c'est que comme toi, tu dis toujours qu'il est utilisé pour les panneaux solaires, pour l'industrie, pour les futures batteries de voitures. Certains disent, justement, il faudrait en avoir, puisque même ça va être utilisé un peu comme une terre rare, quoi. Oui, alors, l'argent métal. On a fait des tas de travaux. Il y a 3 monnaies qui ont servi Il y a 3 métaux qui ont servi de monnaie dans l'histoire. Le premier, c'est l'or, qui est bon. Le deuxième, c'est l'argent métal. Et le troisième, c'est le cuivre, qui ont servi d'argent, mais avec lesquels on a fait des pièces et des trucs comme ça. Bon. Alors, si vous analysez l'or, il est à peu près indifférent à la croissance économique. Tu vois, c'est juste une réserve de valeur, c'est un antifragile par excellence, c'est la monnaie, pouf. Bon, très bien. L'argent, il a des caractéristiques de l'or, d'antifragilité, des trucs comme ça, mais il est aussi très dépendant de la croissance économique. Et le cuivre, il est pour ainsi dire dépendant que de la croissance économique. Donc, si vous réfléchissez à ces 3 métaux, vous vous dites, si Charles a raison, et si on a un boom économique mondial, il faut que j'ai de l'argent. Oui, mais attendez une seconde, j'ai déjà mis de portefeuille du pétrole. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la possibilité d'un boom économique mondial, dans le portefeuille, c'est déjà couvert. Donc, si tu mets plus d'argent et moins d'or, tu vas accroître le risque de ton système. Il sera moins stable que celui que j'ai essayé de bâtir. Donc oui, l'argent, c'est quelque chose pour quelqu'un qui veut jouer le boom économique mondial qui va arriver dans les années qui viennent. Oui, l'argent, ça fera sans doute un peu mieux que l'or, il n'y a pas de problème. Et il est reparti très fort récemment parce que les gens commencent à sentir que le boom arrive. Je ne sais pas si tu te souviens, pendant 1 an ou 1 an et demi, on nous annonçait 1929. L'écroulement des économies et tout. My foot, il n'y aura pas d'écroulement d'économie. Par contre, il va y avoir un bouquin mondial gigantesque. Il peut y avoir une correction sur les valeurs d'intelligence artificielle. Oui, mais justement, ça c'est un point très important que tu mentionnes, c'est que pour l'instant, depuis 20 ans, la seule chose qui a marché vraiment 10-15 ans, dans les marchés financiers, c'est les valeurs schumpeteriennes, c'est-à-dire les valeurs d'invention. Ben moi, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est qu'on va passer de l'invention maintenant aux ingénieurs. Oui, c'était la croissance ricardienne. Et c'était voilà. Bien pour ça que tu parlais justement de la croissance asiatique. Mais en plus, tu rajoutes aussi tout cet immense arc... de Valérie Pieris. Alors, certains, quand tu leur parles de cette croissance ricardienne, donc, c'est-à-dire, quelque part... avoir des ponts, des routes, des hôpitaux, des aéroports... Quelque part, ce qu'on a eu, nous, en Europe, dans ce qu'on appelait la période des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses per se étaient une croissance ricardienne, c'est-à-dire, oui, on a fait nos hôpitaux, on a fait
fait nos routes, les gens consommaient, on avait l'accession tout à coup, tout à l'égout, à l'eau, dans les villes, voilà. Bon, tout ça a été absolument formidable. Mais alors, beaucoup de gens disent, oui, mais alors attendez, il y a un point noir, c'est que si je prends la Chine et que j'achète un ETF chinois, donc des ETF chinois comme on le fait à l'Université de l'Épargne, parmi ceux qu'on vous recommande, dans la structure du portefeuille, ils disent oui, mais alors, la Chine, quand même, jusqu'à maintenant, a maintenu cette croissance ricardienne très forte parce qu'elle nous vendait des biens. Or, aujourd'hui, nous, l'Europe, on va se ratatiner. Donc, est-ce que, véritablement, Monsieur Gave, la croissance chinoise va être suffisamment forte pour tenir en interne la consommation ? Pour une raison très simple, oui, il n'y a pas de problème. Les exportations de la Chine vers le cercle de Valéry Pieris, là, les 4000 km autour de Hong Kong, croissent à 2 ou 3 fois le taux de croissance des exportations chinoises vers l'Europe. Donc, si tu veux, ils sont en train de remplacer la demande solvable qui n'est plus solvable des pays. Et puis c'est tout, quoi. Donc, ils n'ont aucun problème. C'est-à-dire que, je sais pas, je sais plus quel est le chiffre, mais je crois que l'Inde est en train de construire 40 aéroports. C'est possible. Tu vois, alors que nous, il n'y en a plus un seul en Europe qui a été bâti depuis la nuit des temps. Donc, 40 aéroports, c'est pas pour aller de Delhi à Bombay, les 40 aéroports. Hein, c'est pour aller de Delhi partout dans le... Donc, vous allez avoir... Ce que j'essaie de dire, c'est que l'invention arrive. Une invention. Donc, tu as une croissance très forte quand le nouveau produit arrive sur le... Et tu as besoin de longueur d'onde, les chemins de fer, il faut faire des rails, il faut faire des gares, il faut faire tout ça. Et puis, dans la deuxième étape, une fois que l'invention, la machine à vapeur a eu lieu, ce qui se passe, c'est que tu donnes l'invention à des ingénieurs qui la mettent à la disposition du grand public. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas le même processus. C'est-à-dire que c'est pas un gars dans une cuisine qui trouve un truc qui change tout. C'est d'un seul coup, tu as un produit... Et il faut que ce produit soit distribué à des millions de personnes. Et à ce moment-là, tu passes, si j'ose dire, de Microsoft à Air Liquide. C'est parce que c'est pas le même processus intellectuel. Donc à ce moment-là, tu as des ingénieurs, pas des chercheurs. Et donc, il me semble que, compte tenu de ce boom qui va arriver, qui sera un boom industriel et de networking, enfin de réseau, de mise en réseau de toute l'Asie, on va avoir un boom extraordinaire des ingénieurs. C'est-à-dire que avant, il fallait acheter les scientifiques, enfin les gars de Microsoft, là, ou je sais pas qui. Et les mecs qui font du computer. Les mecs qui sont là, et maintenant, il faut acheter des ingénieurs, les gars qui vont mettre des... Donc, le temps des ingénieurs des arts et métiers est revenu, quoi. C'est donc... Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la France, parce qu'on en forme des très bien. On en a plein. Ils sont pour l'instant tous outsourcés par la horrible finance pour les mettre dans la city et faire des dérivés secondes, mais... mais ça sert à rien. Donc là, ça veut dire aussi qu'il y a... Donc là, c'est un élément extrêmement positif, c'est que vous voyez très bien que on va vers un monde, dans le fond, qui en effet correspond tout à fait à celui qu'on a connu après la Seconde Guerre mondiale, où d'un seul coup, les investissements d'infrastructures, par exemple, Eisenhower avait lancé le réseau des autoroutes américaines, qui a complètement désenclavé des coins comme l'Oklahoma, etc., où il ne se passait rien parce que personne n'y passait, quoi, parce qu'ils ont pu sortir. Donc, on va vers un désenclavement général. Quelque chose quand même qui est intéressant à noter dans cette histoire de Maduro, un peu plus loin, c'est que ça a quand même rappelé à la Chine combien elle avait encore des dépendances stratégiques à l'énergie et combien, d'une certaine façon, elle doit aussi conserver un minimum de relations diplomatiques agréables avec les États-Unis puisqu'elle a besoin de son énergie et ou aussi avec la Russie, ce qu'elle ne manque pas de faire pour travailler. Et c'est intéressant parce que beaucoup de gens tout de suite ont agité les panneaux en disant « ça y est, la Chine va envahir Taïwan ».
Mais la Chine n'a absolument pas intérêt à aller vers ça, parce qu'elle pourrait ainsi se voir fermer l'accès à l'énergie. Or, elle est en plein boom ricardien, et elle a besoin de cette énergie. Elle n'est pas indépendante. Elle a développé des panneaux solaires, elle a certes énormément de charbon, mais elle est encore très dépendante énergétiquement, malheureusement pour elle. Elle a développé énormément aussi de centrales nucléaires. Mais pour l'instant, à l'heure où on parle, elle a encore besoin d'autrui. Elle n'a pas le luxe de cette autarcie. Exact. Et à ce moment-là, ça veut dire que si la Chine ne peut plus avoir accès au pétrole saoudien, au pétrole vénézuélien, iranien, etc., ça veut dire qu'à ce moment-là, elle devient complètement dépendante de la Russie. Ce qui n'est pas souhaitable pour elle non plus. Elle n'en veut pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Trump a dit à la Chine, écoutez, c'est bien joli de venir nous embêter dans notre basse-cour, mais si ça vous fait rien, vous allez arrêter tout de suite. Et les Chinois, qui ne sont pas plus bêtes que d'autres, ont sans doute parfaitement incorporé le message. Je pense que là, avec le sort de Maduro, c'est pas... Non, ils ont bien compris. C'est pour ça que les histoires de « Oh là là, ils vont prendre Taïwan », alors là, ça n'a jamais été moins à l'ordre du jour qu'aujourd'hui. Parce que maintenant, il y a une réponse qui pourrait être militaire des États-Unis. Non, mais non seulement militaire, mais surtout les moyens de mettre l'économie à l'arrêt, alors qu'ils sont en plein boom, qu'ils ont des leviers partout, qu'ils sont... Et que leur région, ça fait des années qu'ils essayent d'organiser le cercle de Valérie Pieris. Ils vont pas changer ça pour un tyran. Pour un caillou et trois plages sur lesquelles on n'arrive pas à accéder. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les États-Unis ont indiqué de façon très nette les limites que la Chine ne devait pas dépasser. Et ça, c'est quelque chose, les Chinois... C'est plutôt bien. Oui, bah c'est pas plus mal qu'autre chose. Ça veut dire que le monde est moins dangereux aujourd'hui qu'il l'était la semaine dernière. Oui, d'une certaine façon, c'est... Et je voudrais faire un point ici, quand je dis moins dangereux, j'ai envie de dire, mais vous cautionnez des pratiques qui sont douteuses, remplacer un gouvernement étranger qui avait été élu d'abord. Il y a à peu près 6 à 8 millions de Vénézuéliens qui ont été obligés de se barrer chez eux en Bolivie, etc. Parce que c'était un régime tyrannique, c'était affreux. Le Venezuela, c'était affreux. Il n'y a que M. Mélenchon qui trouvait ça bien. Mais c'était un régime affreux. Et en plus, le Venezuela avait été presque intellectuellement capturé par les élites de Cuba. Donc, quand Trump allie Cuba au Venezuela, c'est pas par hasard. C'est que c'était un peu il y avait eu une... Maduro, si j'ose dire, c'était un castriste. Hein. Donc, c'est bon. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que on voit très bien que là, maintenant, je ne cherche pas à dire c'est bien ou c'est mal. Je ne porte pas un jugement moral. Je dis le monde... C'est pas notre rôle. D'abord, c'est pas notre rôle, mais s'il y a des tas de gens qui penseraient que ce que je pense, si c'est... Non, mais nous, on est des observateurs de ce qui se passe. On vous dit, voilà, il s'est passé ça, bah voilà quelles sont les conséquences. Je veux dire, on n'est pas des représentants politiques. On n'a pas à juger et à mettre des gommettes gentilles, gommettes méchantes. Voilà, donc ce que j'essaye de faire, il faut être froid comme un calamar et réagir à ça. Ce qui se passe, c'est qu'on voit, un, réémerger les empires, et deux, les États-Unis dire en ce qui concerne mon empire, voilà ce si que ça vous fait rien personne. Voilà ce que vous ne devez plus faire. Voilà. Et ça a été fait. Je pense que ça a été entendu. Parce que si ça n'a pas été à entendu. part ça, il laisse le régime au pouvoir en Venezuela. Pour l'instant, c'est pas un changement de régime. Hein. C'est juste on a été enlevé un gars qui était un peu trop... Oui, mais enfin, on sait comment ça se passe. Ça veut dire que maintenant, les suivants, ils vont être très aimables avec les États-Unis. Ça va sans dire. Il y avait un mime qui circulait sur Twitter qui était assez drôle. On disait Mario Rubio, maintenant, c'est le président de Cuba, le gouverneur du Venezuela et le Shah d'Iran. mais Mario Rubio, c'est un Cubain. Oui, mais c'est pour ça que c'était drôle. C'est pour ça que c'était drôle. C'est un Cubain. C'est que son père était arrivé avec une main devant et une derrière de Cuba. Donc, d'ailleurs, il n'est pas... Mario Rubio, le prochain Shah d'Iran. Mais j'ai vu qu'il y avait des tas de gens qui disaient qui pensaient faire revenir les Pahlavi. La dynastie. Les Pahlavi, mais je crois qu'il reste qu'une fille. Je crois que non, le fils est là. Le fils est là. Le fils est là, oui. Il ressemble à son père d'ailleurs. Bon, alors,
Donc, ce qu'on essaie de dire, c'est que, dans le fond, ces mouvements telluriques, c'est exactement ce qui a été annoncé dans le bouquin que j'ai écrit. D'ailleurs, je sais pas très bien comment ils se vendent, d'ailleurs. J'ai pas d'idée parce que c'est encore un peu tôt pour savoir. Tiens, mais d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que le Cessez de vous faire avoir, qui est derrière moi, là, Cessez de vous faire avoir, il a passé la barre des 50 000. Yeah! Oui, à 50 000, donc il va y avoir un petit kicker, 50 000, je suis très content. Et Pierre de Taillac fait un très bon boulot. Mais c'est exactement ce que je t'ai annoncé, c'est-à-dire c'était le retour des empires. Et quand on regarde, je viens de lire un livre très intéressant sur l'Inde et le Moyen-Orient, tu te rends compte que tout le monde nous expliquait que l'Empire romain faisait du commerce avec l'Empire chinois, etc. Que dalle. 90% du commerce se faisait avec l'Inde. C'est-à-dire que l'Inde, c'était dans le fond le centre du monde commercial pendant des siècles. Et puis bon, elle est sortie un peu du jeu, mais si elle y revient, ça aussi, ça va avoir un effet sur la demande mondiale, sur les... c'est-à-dire que l'Inde, dans le futur, si on se place, les Chinois, un peu comme nous, à cause de la politique de l'enfant unique et d'autres choses, n'ont pas véritablement le renouveau en termes de natalité. Or, l'Inde, aujourd'hui... tranquille encore pour 40 ans, quoi. Voilà, fait les enfants, et ça va être une véritable question. Ils en sont plus qu'à 2. Mais si tu es à 2 et que dans les générations précédentes, tu étais à 2, 3 ou 2, 4, la population continue à augmenter de façon comme c'est la dérivée qui continue. C'est simplement dans 40 ans, que l'Inde commencera à avoir des problèmes. Nous, ça y est, on les a aujourd'hui. Mais nous, eux, ce sera l'Inde. Nous, on n'a plus... donc on voit ça, on voit petit émerger. Enfant unique à 4 grands-parents. Et voilà, c'est un vrai souci. C'est affreux, ça. Donc, on voit exactement émerger ces espèces de lignes de force, de retour des grands empires historiques. Alors, la Chine doit être un peu emmerdée avec la Turquie, parce que j'avais lu un jour une déclaration de Solzhenitsyn, on lui demandait où aura lieu la prochaine guerre. Il avait dit à la frontière entre la Turquie et la Chine. Et je m'étais dit, il est fou ce gars-là. Il n'y avait pas de frontière. Oui, mais si tu regardes tous les stands là, qui vont jusqu'à la Chine, c'est tous des Turcs. Donc c'est l'Empire mongol. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un seul coup, s'il y a un homme fort qui arrive en Turquie, il peut recréer la grande la Mongolie, l'Empire mongol, qui allait de la Chine à l'Europe. Avec toutes ces... Ils sont tous des turcophones, là, tous ces gars-là. Donc... L'Empire des Khan. L'Empire des Khan, oui. Donc sinon, on peut avoir comme ça des bouleversements qui se passent. Et à ce moment-là, la seule chance qu'on a, je vais dire... C'est que Nathalie Loiseau fasse un tweet. C'est que Nathalie Loiseau fasse quelque chose, mais surtout, la seule chance qu'on a, c'est de s'allier à la Russie. Oui, parce que ça en est cuit. En fait, tu vois ce que je veux dire? La France peut s'en sortir toute seule parce qu'elle a pour des tas de raisons. Mais en tout cas, dans les circonstances actuelles de l'Europe, c'est même pas jouable parce que pour l'Allemagne, ils ont un énorme. Hier, on a eu Trump qui a dit que ça faisait quand même un moment qu'il n'y avait pas eu d'élection en Ukraine et que M. Zelensky serait quand même bien avisé d'appeler son peuple aux urnes. Et je pense que la volonté que Zelensky aille vers plus d'ouverture de démocratie va être fortement encouragée dans les semaines à venir. À mon avis, il pourrait envoyer ses commandos Delta, là, piquer Zelensky et puis le mettre en prison pour le faire juger aux États-Unis. Ce serait une bonne idée. L'idée, c'est que, justement, il va commencer à dire « Ah bah oui, mais si vous comprenez, c'est pas un démocrate et qu'il n'envoie pas son peuple aux urnes, bah, ça peut être un levier aussi dans une doctrine... Le Zelensky peut se retrouver rapidement. Moi, si j'étais lui, je ferais attention à mon entourage et les endroits où je dors, oui. Je prendrais des billets d'avion pour sortir vite fait. Et donc, toute cette espèce de tentative de l'Europe de créer une guerre, de l'entretenir, alors qu'on n'a ni les moyens de la guerre, ni les moyens financiers de la tenir, etc. Tout ça pour une idéologie ou des droits de l'homme. Je crois qu'on est en train d'assister. Des droits de l'homme que nous, j'adore parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui me disaient oui, c'est ça, vous cautionnez Trump. Alors, encore une fois, moi, je cautionne rien, je suis personne, j'ai pas l'idée. Mais simplement, ils me disaient, et qui disaient oui, mais nous, notre pays, la démocratie, je dis, pardon, on parle bien de la même démocratie qui a envoyé des troupes sur les Gilets jaunes, qui nous a vaccinés de force, qui
nous a privés d'élections ça et là avec un gouvernement des juges. Qui nous a forcé à accepter la Constitution européenne, voilà, à laquelle on avait dit non. À laquelle on avait dit non. Des gouvernements des juges qui, fort opportunément, ça et là, décident de qui est inéligible ou pas au cul du camion. La façon dont ils ont liquidé Fillon, ça a été très étonnant. Et là, probablement Marine Le Pen et probablement d'autres à côté. Donc je dis, moi, je ne sais pas, j'éviterai de donner des leçons de démocratie à autrui parce que je n'ai pas l'impression véritablement qu'en montant au cocotier, nous ayons les fesses très propres. Regarde les difficultés que nous avons ici ou là à nous faire publier. C'est pas vraiment la démocratie. Donc, c'est tout à fait exact. Donc, il y a eu une tentative pour un gouvernement mondial porté par les Attali de ce monde qui sont pas à la hauteur de ce qu'ils prétendent être, et elle est en train d'échouer lamentablement. Et on voit reparaître les lignes historiques de toujours. En revanche, il faut se garder de ces gens-là parce que dans les accélérations de l'histoire, en ce moment, ils peuvent faire des conneries. Ils poussent vers l'idée d'une armée européenne, et Dieu sait que l'idée de Macron n'a jamais été que de vendre notre armée française à l'Allemagne, pour dire allons défendre le Groenland. Allons défendre le Groenland et ils nous. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du Groenland ? Il y a 250 000 clampins. Pingouins. Si les 250 000, il n'y a qu'à faire un référendum au Groenland en disant est-ce que vous voulez devenir partie des États-Unis, et puis ou pas. Et puis une fois c'est donc encore une fois, la France a été l'origine de cette notion tout à fait remarquable, qui était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Qu'on a appliqué encore une fois quand ça nous arrangeait bien. C'était Napoléon III qui avait trouvé ça, comme ça a permis la naissance de l'Italie, la naissance de l'Allemagne, qui n'était pas une bonne idée. Bref, mais aujourd'hui, si vous voulez, on est passé de le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à un autre truc qui est l'intangibilité éternelle des frontières. Et pourquoi ? S'il y a, par exemple, les Tchèques et les Slovaques qui ne pouvaient pas se voir, bon, ils se sont séparés gentiment, quoi. S'il y a une seule personne qui peut décider d'aller aux États-Unis ou pas, c'est les Groenlandais. Est-ce qu'on leur demande, on fait un référendum, est-ce que vous voulez rejoindre les États-Unis ? Et point barre. Et à la rigueur, tu peux dire, ceux qui veulent rejoindre les États-Unis sont là, et tu peux peut-être imaginer une partition des territoires en disant sinon mais les non, mais il n'y a autres qu'une ville. Oui, déjà, oui. Tu as survolé le Groenland, c'est tout blanc. Il fait un froid de canard. Non, mais déjà, moi, si tu veux, que les rares fois où je suis allée, ne serait-ce qu'en Suède, pour moi, déjà, il pleuvait suffisamment. Ouais. Et tu montes déjà au nord de Göteborg. Pour moi, je suis au-delà de mon seuil de tolérance en termes d'emmerdement dans la neige. Donc, je ne vais certainement pas aller tout en haut du Danemark là-bas. Il fait un froid de canard. Et puis, c'est gigantesque, le Groenland. Bon. Et puis, il y fait très froid. Et puis, il y a de la glace partout. Enfin, bref. Non, mais les gens poussent des cris en disant les États-Unis. Mais les États-Unis, ils avaient bien acheté toute la Louisiane à la France. La Louisiane, ça partait de la Louisiane d'aujourd'hui et ça allait jusqu'à Chicago. C'était tout le centre des États-Unis. Bon, mais ça partait de la France. Bon, on l'a vendu pour un petit tas d'or, quand même. Parce que les Américains nous ont dit où vous le vendez, où on le prend. C'est le principe de vous faire une offre qu'on ne peut pas refuser. Voilà, c'est bien connu. Voilà, donc on est arrivé maintenant à un moment d'accélération de cette réémergence des empires historiques. Des empires et des logiques d'empire et de la doctrine bismarckienne et de la fin de la moraline fondée sur un droit qui n'existe pas. Et je pense qu'on va voir la fin aussi de l'OTAN, de l'ONU, de toutes ces choses-là. Ça n'a plus de raison d'être. Ça n'a plus de raison d'être, vu que ça sert à rien et que ça coûte un pognon de dingue. Donc, surtout ça entretient tout un tas de fonctionnaires qui servent à rien dans la série. Mais c'est comme à Paris où il y a plus de fonctionnaires que dans... À l'UNESCO ou dans ce truc-là. Enfin, franchement, ça a eu été. Hein. Ça a eu été. Tout ça, c'était un moment... Donc oui, on revient à une logique impériale qui était celle du 19e et du 18e et du 17e. En revanche, on serait bien avisé de revoir, puisqu'on va devoir reparler aux empires, refaire une diplomatie qui ressemble à quelque chose, avec des diplomates qui sauraient se tenir et un Quai d'Orsay qui... D'abord, ce qu'il faut faire, c'est fermer les ambassades dans 80 pays. Et mettre des diplomates complets de bonne qualité en Turquie, en Russie. Oui, mais c'est ça, mais des vrais diplomates pour pouvoir discuter sur place avec les gens et avoir qui préviennent de ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà.
C'est ce que j'appelle une vraie diplomatie. Une vraie diplomatie. Autrefois, on était très fort au Moyen-Orient. On était les meilleurs au Moyen-Orient. On était, depuis François Ier, on était les protecteurs des chrétiens au Moyen-Orient. Et maintenant, Et maintenant, on est devenus des pignoufs comme partout. Voilà. Non, maintenant, on attend de recevoir les ordres de je sais pas qui. Donc, voilà. Mais la France, aussi curieuse que ça paraisse, et je reviens toujours là-dessus, est uniquement placée, si elle redevient la France, pour naviguer comme il faut dans ce monde nouveau. Parce que c'est une nation... La France est une nation impériale. Voilà. Eh bien, ça sera le mot de la fin pour ce petit tour de rentrée entre vos questions et l'analyse géopolitique autour des événements du Venezuela qui, quand même, étaient suffisamment intéressantes pour qu'on y consacre une bonne demi-heure. Parce que, encore une fois, on a vu toutes les répercussions que ça pouvait avoir en termes de géostratégie et de développement économique pour le futur. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Mais tout ça est déjà décrit dans celui-là. Oui. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais vraiment, c'est tout décrit là-dedans, ce qui allait se passer, ce qui va se passer, et tout et tout. De toute façon, ils vont l'incruster. Voilà, c'est pas pour vous dire de l'acheter ou de le lire, c'est pour dire que si vous réfléchissez, vous pouvez prendre des décisions d'investissement qui sont pas sottes, en fonction de ça. Par exemple, si on va vers des empires qui se séparent, il peut pas y avoir de liberté d'échange. Tu vois, c'est-à-dire la liberté d'échange va disparaître. Chaque empire aura sa monnaie qu'il contrôlera, et puis pour passer de l'un à l'autre, ça va pas être facile. Mais par contre, si tu achètes Air Liquide, je reviens toujours Air Liquide, eux, ils seront dans tous les coins de l'empire, et il sera une façon de jouer tout le monde sans être... sans avoir de perte de valeur par les currencies. Ouais. Par les Donc pour moi, c'est tout à fait évident. Il y a quand même d'énormes possibilités qui s'ouvrent parce qu'on a cette chance extraordinaire en France d'avoir une vingtaine de sociétés qui sont des sociétés mondiales et elles le resteront. Voilà, j'espère que tout ça vous aura intéressé. On vous en reparle très bientôt et je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup.